Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Des morts, 2 apparemment, et des dizaines d'otages étrangers retenus par des islamistes d'Al-Qaïda sur un site gazier en Algérie. L'attaque est présentée en représailles à l'action menée par la France au Mali. Les soldats français engagés désormais dans des combats au corps à corps à Diabali dans l'ouest. Ils remontent vers le nord par ailleurs pour poursuivre l'offensive. Les sénateurs unanimes cet après-midi en faveur de l'intervention au Mali. François Hollande, chef de guerre, n'oublie pas les réformes constitutionnelles. Elles scellent devant mettre fin au cumul des mandats. Il confirme à l'instant cette dernière lors de ses vœux aux assemblées. Tous les parlementaires seront concernés, les députés comme les sénateurs. Nous en parlerons notamment tout à l'heure avec notre invité, le socialiste Jean-Pierre Sueur, le président de la commission des lois. Et puis débat à nouveau ce soir sur le Mali avec Jean-Marie Bockel, Joël Guerriau et Leïla Aïchi, sénatrice écologiste. Al-Qaïda se venge donc en Algérie contre ce pays d'abord qui a autorisé le survol de son territoire par les avions de chasse français et puis contre la France ensuite pour son intervention en cours au Mali. Un site gazier a donc été pris pour cible dans l'est de l'Algérie et nous sommes en ligne avec Veysal Metaoui du journal Al-Watan. Bonsoir. Bonsoir. Que sait-on ce soir de la situation à In Amenas, des Occidentaux tués, dit-on, et donc d'autres nombreux pris en otage? Oui, on parle d'une quarantaine d'otages qui seraient toujours en main des ravisseurs qui seraient de la brigade El Moula Sami, des Anturbanés, dirigée par l'Algérien Mortal Mortal, celui-là qui est déjà présent dans le Sahel, au Niger, au Mali, en Algérie depuis plusieurs années. Ils sont détenus dans une base de vie qui est dans Ain Amenas, à 1600 km au sud d'Alger. Pardon, c'est aux frontières avec le Mali. On ne sait pas d'où ce groupe est venu. Est-ce qu'il est venu du Mali ou de la Libye? On ne sait pas, il y a des contradictions. On parle donc d'une quarantaine d'otages. Ils sont des Britanniques, des Américains, des Français, des Norvégiens et des Japonais. Les ravisseurs ont procédé dans l'après-midi à la libération de certains travailleurs algériens. Le nombre reste imprécis. Il y a eu, vous l'avez souligné, 2 morts, dont un Britannique et le deuxième serait soit un Algérien, soit un Canadien. On n'est pas sûr là-dessus. Les négociations sont Faisal, qui sont les agresseurs? Les agresseurs, comme j'avais souligné, c'est ce que l'on appelle la brigade El Moula Sami. Bon, visiblement, leur attaque s'expliquerait par le fait que l'Algérie ait autorisé le survol d'avions militaires français pour les opérations au Mali. L'Algérie, vous le savez, a autorisé le survol et elle a fermé ses frontières avec le Mali et la Libye. La grande question de l'Algérie, comment ce groupe est arrivé jusqu'à une base de vie de travailleurs travailler dans une usine de gaz, la zone d'Ain Amenas dans le sud-est algérien, est une zone très sensible. C'est une zone gazière, très surveillée par l'armée et par la gendarmerie. Donc, des questionnements sont posés sur l'arrivée de ces ravisseurs et de ces groupes avec une telle facilité, surtout qu'ils sont venus avec beaucoup d'armes et avec des véhicules. Merci pour ce premier témoignage. En tous les cas, les autorités algériennes précisent qu'elles n'ont pas du tout l'intention de négocier donc avec ces preneurs d'otages. François Hollande a précisé il y a tout juste un instant qu'il reste en contact très étroit avec les autorités algériennes, mais il ne peut pas encore apporter de précision sur le nombre d'otages français. À l'instant où je parle, une prise d'otage a lieu en Algérie, sur un site pétrolier, avec un nombre de personnes retenues dont nous ne pouvons pas encore connaître l'exactitude, de même pour les ressortissants français qui pourraient être concernés. Je suis en liaison permanente avec les autorités algériennes qui font et feront leur devoir. Voilà, donc le chef de l'État, il y a un instant, lors de ses vœux aux parlementaires, au cours desquels, d'ailleurs, il a à nouveau totalement revendiqué l'action menée par la France au Mali. Nous reviendrons sur les autres aspects donc, de cette intervention aujourd'hui du chef de l'État, notamment sur les réformes constitutionnelles annoncées. Il a précisé que le Congrès sera réuni avant l'été. Au Mali, c'est le 6e jour de l'opération Serval, marqué par la poursuite des combats au sol par les militaires français. Nathalie Guillouard. L'intervention militaire prend une autre tournure. Désormais, les soldats français sont au corps à corps avec les combattants islamistes. Diabali, théâtre de ces combats, est tombé lundi aux mains des islamistes.
L'armée française remonte progressivement vers le nord et tente de récupérer la ville. Une opération risquée pour Jean-Yves Le Drian. On était bien conscient depuis le départ que c'était une opération très difficile parce que on a affaire à plusieurs centaines, plus d'un millier, 1200, 1300 terroristes bien organisés. Objectif des armées françaises et maliennes, déstabiliser les combattants islamistes et surtout empêcher toute approche de la capitale, Bamako. Pour l'heure, l'amiral Guillot reste confiant. C'est plus un conflit de type guérilla, auquel d'ailleurs nous sommes habitués dans ce genre de région. Car les islamistes habillés en civil cherchent à se fondre dans la population, une difficulté supplémentaire. Les soldats français ont également sécurisé un pont sur le fleuve Niger à Markala, un point jugé stratégique pour empêcher l'accès aux islamistes. Plus de 800 soldats français sont pour le moment présents sur le territoire malien. À terme, le chiffre devrait s'élever à 2500. Le débat sans vote qui s'est déroulé au Parlement cet après-midi a permis à Jean-Marc Ayrault de saluer l'esprit de responsabilité des partis politiques. Le ministre des Affaires étrangères, quant à lui, Laurent Fabius, a engagé le dialogue au Sénat qui mérite, selon lui, plus que jamais son appellation de Haute Assemblée. Il a écouté les différents intervenants, parmi lesquels notamment Leïla Haïchi. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice écologiste de Paris. Avec nous également dans ce studio, Jean-Marie Bockel. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur du Haut-Rhin et président de la gauche moderne. Et puis Joël Guerriau, sénateur centriste. D'abord, Leïla Haïchi, messieurs, comment est-ce que vous réagissez à cette action d'envergure, apparemment d'Al-Qaïda en Algérie, une prise d'otage, on n'a pas encore tout à fait les précisions, mais des dizaines d'Occidentaux retenus. Jean-Marie Bockel, c'est le signe d'une radicalisation des islamistes, peut-être d'une extension de leur action? Certainement, et c'est vrai que l'intervention française sous couvert de l'ensemble des nations crée forcément des réactions. Ce sont des réactions extrêmement virulentes, c'est extrêmement préoccupant, mais en même temps, voilà, le conflit maintenant, on y est. Et donc, et avec le risque d'extension, on l'a dit, à d'autres pays, bien sûr, d'Afrique, du Nord et d'Afrique occidentale. D'où l'importance d'ailleurs par rapport à ce danger terroriste et radical d'être unis, et d'être unis à la fois en Afrique, avec les pays du Maghreb et le monde arabe, et unis bien sûr au niveau de l'Europe, de la communauté internationale. C'est très important. Leïla Haïchi, sur ce qui se passe actuellement en Algérie, juste de l'autre côté de la frontière avec la Libye en l'espèce. Mais on se doute que les djihadistes pourraient venir du Mali, évidemment. La situation est extrêmement grave, ça, il est certain que ça mérite d'être souligné. Mais à côté effectivement de cette prise d'otage et de cette implication de mouvements et de groupes armés ou de groupes terroristes, il y a une autre question que nous autres écologistes nous posons et qu'il est impératif aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, de penser aussi dès aujourd'hui à l'après-guerre. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on en est arrivé là. Alors, vous avez émis un certain nombre d'hypothèses lors de votre intervention cet après-midi au Sénat devant Laurent Fabius, qui vous a répondu d'ailleurs. Oui, quels étaient les éléments clés? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une absence totale du développement durable, et notamment en Afrique. Aujourd'hui, on est quand même dans une zone, dans la zone sahélienne, dans une zone où il y a un grand stress, d'une part d'un grand stress hydrique, il y a également un problème d'alimentation qui est évident. On est dans une projection où on va avoir 16 millions de personnes qui vont se retrouver sans nourriture, et que nécessairement les groupes extrêmes se nourrissent de ces difficultés et trouvent des Mais Laurent Fabius vous a répondu, évidemment, ce sous-développement ou ce mal-développement, comme il l'a répété, ne saurait justifier justement cette dérive terroriste et islamiste. Ce qu'on ne fait pas assez, c'est qu'on ne prend pas assez en amont. Je pense qu'on devrait prendre en considération, c'est ce que je dis dans le cadre de mon intervention justement, et sur l'anticipation des conflits et des conflits environnementaux aujourd'hui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quoi qu'on dise, les conflits ont changé. C'est plus du tout de la même nature. Avant, nous étions plutôt sur des conflits territoriaux. Aujourd'hui, nous sommes aussi sur des conflits environnementaux et énergétiques. Nous sommes dans une préoccupation extrêmement importante. La situation est grave. Nous sommes dans un cadre de réchauffement climatique avec toutes les conséquences que ça implique. Et nécessairement, quand les gens n'ont pas à manger, que les gens sont dans une détresse économique extraordinaire, ça peut faire le lit, évidemment, d'un certain nombre de groupes extrémistes. Jean-Marie Bockel, qu'est-ce que vous répondez à cette approche? On ne peut être que d'accord, mais d'abord, à chaque jour suffit sa peine.
Moi, je l'ai bien connu, comme je pense mon collègue aussi, ce Mali, et notamment ce Nord Mali avant le conflit. Je l'ai connu d'ailleurs dans la période où il y avait eu une première paix après le conflit avec les Touaregs. Et à l'époque, il y avait des engagements qui avaient été pris, les accords de Ouagadougou, pour permettre l'intégration des Touaregs, non seulement dans l'armée, mais également dans la société civile, dans la fonction publique. Et c'est vrai que la pauvreté est extrême. C'est vrai, pas seulement des Touaregs, également des communautés villageoises. C'est vrai qu'il y a eu déjà à l'époque beaucoup de coopération, et notamment avec la France, et notamment avec des villes comme la mienne. Mais aujourd'hui, il faut que l'intervention militaire soit menée à son terme. Je crois que c'est d'abord la priorité première, parce que avec ce risque à la fois terroriste, intégriste, il ne peut pas y avoir de développement. Mais là où je suis d'accord avec ma collègue, c'est qu'il faut déjà réfléchir aujourd'hui, tout en mettant évidemment à la solution politique, bien entendu, à la solution politique et à la reprise d'une démarche de développement. Bien parce sûr, que là, c'est vrai que la fin de la mandature ATT, qui est pays pourtant marqué par la démocratie, etc., eh bien, c'était aussi beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés à assurer les services publics essentiels, etc. Donc en réalité, il faut que la communauté internationale, d'où d'ailleurs la réunion l'appel à financement qui va se tenir dans quelques jours, eh bien, soit à la fois dans l'engagement sur le terrain et en même temps dans la préparation de l'après-conflit. Alors l'engagement sur le terrain, maintenant, il se transforme pour les militaires français, puisque ce sont des combats au corps à corps que l'on assiste dans plusieurs villes du pays, à l'ouest et au nord également. Joël Mériot, vous avez dénoncé hier la solitude de François Hollande. Est-ce qu'on peut également dénoncer la solitude des militaires français qui sont engagés, même s'ils sont un peu épaulés pour l'instant par quelques forces africaines? Mais aujourd'hui, l'ensemble des parlementaires ont exprimé leur soutien auprès des militaires français. Bien évidemment, nous sommes tous à cœur à leur côté. Maintenant, il y a maintenant très exactement un an, jour pour jour, qu'il y a eu les premières arrivées des troupes rebelles sur le nord du Mali. Et les premiers combats ont eu lieu il y a un an. Et je crois qu'il faut aussi se le rappeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, que s'est-il passé? Je crois qu'on voit qu'il y a un manque d'élan européen. Il y a malheureusement une Europe de la défense qui n'existe pas. Il y a un manque, je dirais, alors que le sujet touche l'ensemble de la communauté internationale, de contribution sur les combats au sol d'autres nations qui doivent nous rejoindre. La France n'a pas vocation d'être en première ligne sur une durée longue. Il faut absolument que d'autres forces participent à ces combats. Voilà, ce manque de solidarité effective, au-delà bien sûr de l'appui diplomatique international, vous réunit également, je crois, ce soir, tous les trois. Toutes les nations, néanmoins, disent apporter leur soutien, alors que les renforts se font attendre, sauf quelques soutiens logistiques, notamment venus de l'Europe. Il faut rappeler que c'est les Français qui ont été appelés au secours dans un premier temps, donc nous sommes dans ce cadre, mais également dans le cadre d'un certain nombre de résolutions des Nations Unies. Et ce que nous avons dit ce matin, à la fois en commission de la défense, nous y étions tous les trois au ministre, et ce que nous continuons à dire, c'est qu'il faut que, tout en étant aux côtés de nos soldats sur le terrain, aux côtés du gouvernement dans l'engagement de la France, on travaille au-delà du soutien matériel qui existe déjà, logistique, à ce qu'il y ait le plus vite possible une solidarité internationale et particulièrement européenne, Alors, y compris sur le terrain. Je pense que c'est ce qu'attendent également nos concitoyens. Parce que voilà une bonne occasion de mettre en œuvre l'Europe de la défense de manière extrêmement concrète. Que vous appelez tous de vos voeux, justement. Là encore, alors justement, l'exemple, le mauvais exemple de l'Europe, qui d'ailleurs qui a été souligné par le Parlement européen, c'est ce que nous raconte Julie Hulin. La phase terrestre a commencé au Mali, mais pour l'heure, les Français sont toujours seuls sur le terrain. Cet après-midi, la chancelière allemande Angela Merkel, aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara, a estimé que le terrorisme au Mali était une menace pour l'Europe. Mais période électorale oblige, le soutien allemand ne sera que logistique, tout comme celui du Danemark, de la Belgique, du Royaume-Uni et de l'Italie. Aucune capitale n'est disposée à mobiliser des troupes combattantes aux côtés des forces françaises.
La question d'une guerre est toujours une question très grave. Une guerre, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle se termine. Il y a des risques d'enlisement. Et c'est vrai que certains pays, moi j'ai eu des réunions avec certains pays, disent qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce qu'ils appellent le bourbier africain. Mais il n'empêche que cette intervention militaire était quand même autorisée par la résolution des Nations Unies et était programmée depuis presque 6 mois. L'Union européenne soutient également l'action de la France, mais elle reste pour l'instant très en retrait, au grand dam de certains députés. Il y a un espace pour la politique. Cet espace politique, ce n'est pas la France seule qui pourra l'occuper, c'est à l'Union européenne. Mais nous ne serons crédibles que si nous ne laissons pas les soldats français seuls au Mali. Les ministres européens des Affaires étrangères devraient se retrouver à Bruxelles jeudi pour un sommet extraordinaire sur le Mali. À cette occasion, le service d'action extérieure dirigé par Catherine Ashton devrait accélérer le lancement de la mission prévue pour renforcer l'armée malienne. Mais aucun engagement de force militaire ne semble aujourd'hui d'actualité. Lors du débat cet après-midi au Sénat, Leïla Richie, vous n'avez pas évoqué les mannes de la France-Afrique, comme certains écologistes, Noël Mamère notamment, mais vous avez quand même cité les néoconservateurs américains qui voulaient mener, avez-vous dit, la guerre à la terreur. Vos critiques étaient assez feutrées, mais est-ce que vous pointez là, d'une certaine manière, les risques d'une action qui pourrait relever du néocolonialisme? Non, ce n'était pas du tout le sens de mon propos. L'idée et ce que j'ai développé dans le cadre de mon intervention tout à l'heure, c'était de faire une distinction extrêmement importante, et il est important qu'on n'arrive pas dans des schématisations. De dire simplement, de véhiculer l'image que nous livrons une guerre contre les terrorismes est à mon sens une erreur. Une erreur pourquoi? Parce que derrière, nous avons également des problématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont environnementales, oui, qui sont importantes. Pauvreté. Exactement, de pauvreté. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation. Pourquoi? Quand on regarde la situation du Mali, on peut constater d'une manière évidente et qui n'est pas du tout contestable qu'on a une administration qui est totalement défaillante, qu'on a une armée qui est totalement corrompue, qu'on n'a pas du tout de chaîne de l'administration initialement. Oui, c'était le cas. Nous avions un problème de l'administration. Si on en arrivait à cette situation, c'est parce que la chaîne judiciaire n'était pas opérationnelle au Mali et que nous avions des problèmes d'organisation, tant au niveau des institutions qu'au niveau de l'armée et des gouvernements d'une manière générale. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire de l'ingérence sur ce qui concerne l'activité du Mali et sur son organisation, sur l'état régalien du Mali. Je pense que nous avons effectivement 3 sujets. Un sujet qui est préserver la démocratie au Mali et faire en sorte que la constitution malienne, qui est une constitution solide, puisse être pleinement exercée. Deuxièmement, nous avons à gérer le problème militaire, et ça a été évoqué, oui, et c'est là l'urgence aujourd'hui. Et troisièmement, la question de la pauvreté, j'en ai parlé sur votre chaîne lundi soir, c'est effectivement un vrai sujet. Comment faire en sorte que des jeunes trouvent des solutions autres que de participer à des trafics de drogue ou participer à des exactions, et qu'ils aient véritablement une chance de rester dans des conditions qui sont... Jean-Marie Mockel, vous avez été ministre sous Nicolas Sarkozy. Vous pensez que ce sentiment d'unité nationale perdurera encore de longues semaines si les combats se prolongent et si des corps de militaires français reviennent à Paris? Ce que je veux d'abord dire, c'est que par rapport au Mali et par rapport à un risque de sentiment néocolonialiste, les Maliens ne s'y trompent pas. Évidemment, eux, ils voient bien, quelles que soient les faiblesses de ce pays, les problèmes qu'il a pu rencontrer, ils voient bien que là, l'enjeu, parce qu'ils l'ont vu au nord, ils l'ont vu au nord depuis plusieurs mois, c'est savoir dans quel Mali ils veulent vivre. Il utilise le mot des risques du néocolonialisme dans une interview au Monde cet après-midi, Valéry Giscard d'Estaing, vous l'avez noté. Bien sûr, mais on n'est pas actuellement dans ce travers. J'ajoute que le Mali est peut-être, pour des raisons qu'on a tous rappelées aujourd'hui, le maillon faible, mais ça aurait pu être la Mauritanie, le Niger, il y a quelque temps ça aurait été le Niger. Or, c'est toute cette région subsaharienne qui est actuellement concernée, il faut le rappeler, à la fois par AQMI, par les trafics de drogue et par la révolte Touareg. Et donc il faut effectivement une solution politique globale, mais d'abord, il faut évidemment vaincre cette avancée terroriste. Et c'est quand même ça notre problème numéro 1 aujourd'hui. Le reste ne sera pas possible si on ne règle pas ça. Merci à tous les trois, alors qu'on apprend que les preneurs d'otages en Algérie demandent aujourd'hui aux autorités algériennes qu'elles ne veulent pas négocier la libération d'islamistes. Merci encore, on sera appelé bien sûr à revenir sur ce débat. Merci d'y avoir participé à nouveau ce soir. Donc,
Tout autre sujet, François Hollande qui a présenté ses vœux aux assemblées aujourd'hui, convocation au Congrès à des fins de réforme constitutionnelle dès cet été, a-t-il précisé, suppression de la Cour de justice de la République, réforme également du Conseil supérieur de la magistrature, du statut pénal du chef de l'État, et puis fin de la présence, a-t-il rappelé, des anciens présidents au Conseil constitutionnel. Mais le chef de l'État a également abordé la question très débattue de la fin du cumul des mandats. On l'écoute avant d'accueillir Jean-Pierre Sueur. Le moment de la décision politique est venu. J'ai donc demandé au Premier ministre de préparer un projet de loi pour en terminer avec le cumul entre un mandat national et un mandat exécutif local. Cette réforme entrera, si le Parlement en décide, en vigueur pendant le quinquennat. Cette règle concernera l'ensemble des parlementaires. Elle s'appliquera quelle que soit la taille de la collectivité locale concernée. Cette évolution est attendue depuis longtemps. Là encore, elle fait partie des engagements que j'ai pris devant les Français. Elle permettra une plus grande disponibilité des parlementaires pour remplir leur mission, c'est-à-dire faire la loi, contrôler le gouvernement et évaluer les politiques publiques. Elle n'empêchera pas l'exercice d'un mandat local qui permettra de garder, pour les parlementaires qui le souhaiteront, un lien avec le territoire. Et elle favorisera le renouvellement, éventuellement le rajeunissement, sûrement la féminisation de la vie politique. Voilà les vertus de la fin du cumul des mandats selon François Hollande, alors que Jean-Pierre Sueur, le président socialiste de la Commission des lois, nous a rejoints. Vous arrivez directement de l'Élysée. Oui, merci d'être avec nous. Alors le débat va s'engager, il est déjà vif au sein de votre groupe parlementaire, Monsieur Sueur, et oui, le débat sur le cumul des mandats qui aura bien lieu, a insisté d'ailleurs de son côté hier soir le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui connaît les réticences dans vos rangs. Alors quelle marge de manœuvre lors de ce débat pour au final quels éventuels aménagements, sachant que François Hollande a bien dit que tous les parlementaires seraient concernés, les sénateurs comme les députés. Marie Brémaud. Et si le Sénat obtenait un aménagement particulier dans l'application du non-cumul des mandats? Au Palais du Luxembourg, les socialistes sont nombreux à y croire. François Rebsamen, le patron du groupe PS, mène le bras de fer engagé avec le gouvernement sur cette promesse de campagne de François Hollande. Il tente de faire accepter l'exception sénatoriale, afin que les élus puissent garder la mairie de petite ville, mais reste à définir le seuil du nombre d'habitants de ces villes. Car en l'état, au Sénat, le texte ne passera pas. Les sénateurs espèrent donc une loi organique afin de pouvoir avoir le dernier mot. Si cela n'est pas le cas, au groupe socialiste, on compte sur l'UMP ou le Parti radical de gauche pour saisir le Conseil constitutionnel et faire valoir l'exception sénatoriale. Jean-Pierre Bel l'a admis hier, les débats au Parlement sur le sujet seront houleux. François Hollande pourrait être tenté de mettre fin aux tergiversations par la voie référendaire. Les Français auront alors le dernier mot, une façon de couper l'herbe sous le pied aux sénateurs récalcitrants. Alors Jean-Pierre Sueur, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Que dites-vous ce soir à vos collègues récalcitrants que la ligne a été à nouveau fermement indiquée par le chef de l'État et qu'on ne discute plus? Mais écoutez, les choses pour moi sont très claires. François Hollande a pris un engagement lorsqu'il s'est présenté devant les Français. Beaucoup de mes amis disent qu'il a pris l'engagement de faire le mariage pour tous. Il vient d'annoncer qu'il le ferait. Il a pris l'engagement de mettre fin au cumul des mandats, qui est une particularité française qui n'est pas très judicieuse. Bon, il a pris cet engagement. Pourquoi voulez-vous que l'on recule par rapport à cet engagement? En France, on a beaucoup de talents. Des hommes, des femmes qui peuvent exercer toutes sortes de responsabilités. Pourquoi voulez-vous que ce soit le même qui soit député ou sénateur et maire ou président du Conseil général ou du Conseil régional? Pour deux raisons. Tiens, je vais vous en trouver deux. Voilà. Pour avoir un ancrage local, d'une part, oui. Et puis peut-être pour obtenir de meilleurs avantages pour sa collectivité locale. C'est ce qui se passe au quotidien. Je vais vous répondre, Michel Grossior. Premièrement, pour rester sur le terrain. Eh bien, écoutez, je prends mon cas particulier. Vous n'êtes plus maire aujourd'hui. Je ne suis plus maire. Je l'ai été pendant 12 ans. Je suis sénateur depuis 11 ans, bientôt 12 ans. J'ai été réélu la dernière fois sénateur du Loiret au premier tour. Et je n'ai qu'un mandat. Donc on n'est pas obligé d'avoir 36 mandats ou même 2 mandats
pour que les grands électeurs, c'est-à-dire les représentants mais vous aviez un passé, des petites, moyennes communes. Mais justement, Michel Grossior, moi j'ai commencé par être député sans être maire. Puis, je vais vous l'avouer, parce qu'il faut dire la vérité, pendant 1 an, j'ai été député et maire. Et 2 ans, ministre et maire. Pendant 9 ans, j'ai été maire et seulement maire. Et puis après, depuis 11 ans, je suis sénateur et seulement sénateur. Et ça vous va très bien comme ça. Mais c'est pas ça, ça occupe tout mon temps. Alors les autres, comment ils font alors? Eh bien, les autres, la vérité, c'est que quand vous êtes... je dis la vérité, quand vous êtes maire d'une grande ville, ou quand vous êtes président d'une région ou d'un département, c'est vraiment très difficile d'être parlementaire à temps plein et maire ou président à temps plein. Et alors d'autre part, quand vous dites si je suis député ou sénateur, ça va me permettre d'obtenir des avantages pour ma collectivité. Mais on est presque dans le conflit d'intérêts. Dans le conflit d'intérêts, un parlementaire, il est là pour représenter la nation, l'intérêt général. Il n'est pas là pour défendre une ville, un département ou une région. C'est ce qu'il fait au jour le jour. Mais il peut tout à fait le faire, mais il est d'abord là pour voir quel est l'intérêt général. Et puis les journées n'ont que 24 heures et on a beaucoup de talent. Pourquoi voulez-vous? Mais pourquoi faut-il que ce soit les mêmes qui exercent toutes les fonctions? Je vous pose des questions, ou plutôt je vous oppose les arguments de vos amis socialistes, évidemment, Jean-Pierre Sueur. Vous les connaissez bien, évidemment. Il y a aussi beaucoup de socialistes et de sénateurs socialistes. Qui sont sur votre ligne, sur celle du chef de l'État. Mais dites-moi, sur quoi peut déboucher ce débat qui va être ouvert au Sénat? Puisque vous dites, la messe est dite, par le chef de l'État. Un engagement a été pris. Bien, il va y avoir un projet de loi. Ce projet de loi va être examiné par l'Assemblée et le Sénat. Bien, eh bien, la procédure parlementaire va se dérouler normalement. D'accord, mais justement, il y a déjà une opposition également de droite qui se manifeste, mais pas seulement. L'un de vos partenaires est essentiel ici au Sénat, où votre majorité est très juste, on le sait. Les radicaux de gauche, par la voix de Jean-Michel Baillet, menacent déjà de déposer un recours au Conseil constitutionnel. Et pourquoi serait-ce inconstitutionnel? Je me le demande véritablement. Pourquoi? Pourquoi serait-ce contraire à la Constitution que l'on partage les responsabilités? Et pourquoi serait-ce une nécessité constitutionnelle que la même personne doive cumuler? Il y aura peut-être des aménagements, par exemple. Il y a une chose qui vous a peut-être intéressé, Monsieur Grossior. Ou échappé. C'est que le président de la République a dit qu'il tenait à ce que cette réforme soit mise en œuvre dans le quinquennat. J'ai noté qu'il n'avait pas parlé des municipales de 2014. Il n'a pas parlé de dans le quinquennat. On saute une étape alors. Je ne sais pas, dans le quinquennat. Moi, je vais vous dire ma position. Vous la regrettez? Puisque vous la demandez. Oui. Je souhaite que ce soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Oui, mais justement. Parce qu'il y aura toujours des lourdeurs. Je vais vous dire, quand on est maire, je l'ai été, on aime sa ville. C'est normal. Et c'est toujours difficile de quitter une ville que l'on aime et à laquelle on donne beaucoup de soi-même. Mais ce qu'il faut, est-ce que l'on est d'accord ou pas dans ce pays pour moderniser la vie politique? Donc vous reconnaissez... Et le non-cumul des mandats, ça contribuera à moderniser la vie politique. Vous reconnaissez d'un mot qu'il faut faire attention pour 2014, ne pas se tirer une balle dans le pied en appliquant d'ores et déjà la fin du cumul. Oui. Vous croyez que c'est ce que dit par exemple François Patria ou d'autres. Il y a des tas de gens qui disent cela, mais les Français sont sages et responsables. Et vous savez, quelque chose a été dit dans votre reportage par votre collègue. Le président de la République pourrait aussi faire un référendum. Ça, c'est tout à fait constitutionnel sur un sujet comme celui-là. Et dans ce cas-là, je vais vous dire que je ne doute pas un instant de ce que serait la réponse des Français. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sueur, d'être venu avec nous aussi vite de l'Élysée ce soir. Voilà. Où François Hollande vous a conforté dans votre opinion sur le cumul, la fin du cumul. Toute autre chose maintenant, une loi sur l'éthique, sur le sport. Le Sénat y travaille d'arrache-pied. Paris sportif, statut des adjoints de joueurs. Lilian Thuram d'ailleurs a apporté sa contribution aujourd'hui au Sénat. Fabrice Cunet. C'est l'une des dernières affaires à avoir entaché le sport français. Des soupçons de matchs truqués dans le handball et de paris fructueux pour certains joueurs emblématiques. Alors comment garantir l'éthique dans le sport? C'est tout l'objectif des auditions menées au Sénat et d'un projet de loi cadre. Plusieurs axes, par exemple l'éthique financière des clubs professionnels, par exemple le statut des agents sportifs, par exemple les paris en ligne, par exemple les valeurs tout simplement
d'une pratique sportive dans le monde amateur. Limiter les paris sportifs ou encadrer le statut des agents, quelles que soient les solutions retenues, le gouvernement veut adapter l'arsenal législatif à de nouvelles pratiques. Et l'idée est plutôt bien accueillie. Tout peut être dérive, hein. Donc voilà. Donc je dirais il y a des managers qui travaillent très très bien, comme il y a des managers qui travaillent moins bien. Effectivement, avoir des lois qui permettent de gérer au mieux, c'est toujours quelque chose d'important et d'essentiel. Il y a bien des codes civils, code pénal, code de la route, donc que les gens appliquent. Donc je crois qu'il est important aussi que dans le sport, il y a certaines règles que l'on se doit de respecter, aussi bien les entraîneurs éducateurs que les joueurs. Un code d'éthique pourrait ainsi voir le jour pour les sportifs amateurs comme professionnels, histoire de limiter les lendemains de médailles qui déchantent. Fin de ce journal, à 22 h, Sonia Mabrouk à suivre sur LCP Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir.